Comment les perturbateurs endocriniens bloquent vos récepteurs hormonaux et comment les éliminer? Vous avez probablement entendu parler depuis des années de ce mot perturbateurs endocriniens et peut-être vous interrogez-vous sur qu'est-ce que c'est vraiment, comment ça impacte notre santé, quels sont les réels dangers, comment ça fonctionne aussi, je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup, et comment éliminer, comment éviter ces perturbateurs endocriniens dans sa vie quotidienne et les éliminer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Florence, je suis praticienne en micronutrition naturopathe, en d'autres termes naturopathe fonctionnelle. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une façon d'améliorer votre fonctionnement naturel et global pour vivre mieux, tout simplement. Cette vidéo va être un petit peu longue, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup d'informations. L'idée, elle est là, elle est d'informer et surtout pas déprimer, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible dès lors qu'on se dit « Ah, là, aujourd'hui on est dans un monde pollué », oui, mais en même temps, découvrir ça, ça permet aussi de voir qu'il y a des gestes vraiment à faire et qui permettent de se protéger. Et je suis sûre que dans 5 ans, 10 ans, les solutions pour se protéger auront énormément évolué. Donc aujourd'hui, on commence déjà en 2026 avec toutes ces méthodes qu'on va voir. Alors aujourd'hui, on sait qu'on vit plus longtemps, l'espérance de vie s'allonge, mais comment vit-on vieux? Le problème, il est là, c'est qu'on vit vieux, mais mal, puisqu'on vit vieux malade, avec beaucoup de médications. Et on sait qu'il y a une explosion de tous les troubles hormonaux, notamment l'explosion de l'infertilité maintenant, hein, on le sait, bon, c'est un autre problème parce que du coup voilà, la population va peut-être arrêter de croître à un moment donné, mais en tout cas la fertilité chez l'homme et chez la femme maintenant décroît, voilà, il y a moins de fertilité, on le sait depuis un petit moment. Il y a aussi toutes les explosions des problèmes hormonaux chez la femme comme le SOPK, l'endométriose, l'adénomiose. Il y a aussi tous les problèmes de puberté précoce, il y a aussi les problèmes de ménopause précoce, il y a les problèmes de fibrome. Après, il y a toutes les explosions aussi des problèmes de thyroïde, des problèmes liés à l'insuline, donc métabolique, diabète, résistance à l'insuline, syndrome métabolique, hypertension, avec aussi, tout ça c'est le syndrome métabolique, avec tout ce qui est stéatose hépatique, la fameuse NASH, le foie gras. Donc tout ça c'est lié à des hormones et on sait que ça explose. Également, tout ce qui va être troubles cérébraux, neurocérébraux, comme le trouble du spectre autistique. Alors, il se fait plus diagnostiquer, mais on sait quand même qu'il y a une recrudescence de ça. Et également, tout ce qui va être trouble de l'attention, TDA. Et puis, les cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, tout ça, ça explose. Donc, face à ce constat, la recherche s'interroge beaucoup, travaille beaucoup. Moi, je participe à des congrès pour continuer à faire de la formation continue. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai participé à plusieurs congrès où on parlait des perturbateurs endocriniens et j'avais envie aussi de transmettre toutes ces informations parce qu'il existe des solutions quand même simples à faire chez soi pour se protéger. Alors, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Son nom, il veut dire quoi? Qui perturbe les glandes endocrines, c'est-à-dire celles qui fabriquent les hormones. En 2002 déjà, l'Organisation mondiale de la santé disait que c'était une substance étrangère, xénohormone, une hormone donc de substance étrangère d'origine naturelle ou artificielle, capable d'interférer avec le fonctionnement normal de notre système hormonal et donc de produire ainsi des effets délétères, mauvais sur la santé des êtres vivants. Et puis la science a évolué, elle évolue énormément, de plus en plus vite, et on sait aujourd'hui qu'en réalité, on devrait parler de perturbateurs systémiques, parce que, ok, ça perturbe, on va le voir comment après en détail, le fonctionnement des hormones à tous les niveaux, mais ça perturbe aussi nos mitochondries, qui sont nos petites centrales de fabrication d'énergie, qui sont à la base de notre vie, puisqu'on fabrique l'énergie de façon chimique, c'est adénosine triphosphate, ATP, donc l'énergie est une molécule chimique qui s'est fabriquée par des mitochondries, qui sont des petites centrales de production d'énergie, qui sont logées dans nos cellules. Ces mitochondries, elles sont à la base de tout, elles sont à la base déjà de notre énergie, de notre métabolisme, prendre ou perdre du poids, et elles sont à la base aussi de fabrication des hormones et de notre capacité à être en inflammation ou pas, parce que si elles fonctionnent mal, elles s'oxydent et on est plus en inflammation, donc plus à risque de maladie. J'espère que je ne parle pas trop vite, sinon vous ralentissez dans les paramètres la vitesse de lecture.
Alors, on sait aujourd'hui que ces substances, les perturbateurs endocriniens, altèrent tout ce phénomène de la chaîne respiratoire au cœur des mitochondries. Elles créent donc du stress oxydatif. Qui dit stress oxydatif dit accélération du vieillissement et inflammation, vieillissement cellulaire, donc plus d'inflammation, moins de bonne santé. Également, elle altère l'ADN mitochondrial et le métabolisme du fer. Voilà, donc dès qu'on touche aux mitochondries, on touche absolument à tout. Quelque chose d'important aussi dans les perturbateurs endocriniens, c'est que contrairement à tout le reste, parce que Paracels disait c'est la dose qui fait le poison, là, c'est l'exception qui confirme la règle, puisque pour une fois, ce n'est pas la dose qui fait le poison, puisque en fait, même si vous avez chaque perturbateur endocrinien en très petite quantité dans votre corps, il va quand même y avoir un effet potentiellement très néfaste s'il y a un effet cocktail. Donc par exemple, quand avant la recherche prenait chaque perturbateur endocrinien séparément et disait oh non franchement tranquille ça va, pas trop de dégâts, etc. C'était faussé parce que en réalité c'est l'ensemble des différents perturbateurs endocriniens que je vais vous énumérer après qui va faire un effet cocktail même sur des doses infinitésimales et c'est cet effet cocktail là qui va être le plus délétère. Autre particularité particulièrement vicieuse du perturbateur endocrinien, c'est qu'il est résistant à la dégradation. Il ne se dégrade pas, ni dans la nature, ni dans nos tissus. Dans nos tissus, il s'accumule, et il s'accumule en particulier, comme toute substance toxique, dans les graisses et les organes gras, le foie, le cerveau, et aussi donc le tissu adipeux quand on est en surpoids ou en obésité. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous vous lancez dans un régime amaigrissant, si vraiment vous êtes beaucoup en surpoids, encore que le régime amaigrissant n'est pas toujours la solution, mais ça c'est un autre sujet, c'est vraiment d'aller aider la détox en même temps parce qu'il va y avoir un relargage de toutes les substances toxiques stockées dans vos tissus gras et en perdant ce tissu gras, les substances toxiques sont remises en circulation dans le corps et donc il faut aider la détox pour les éliminer parce que sinon on se sent mal. Donc ça c'est une petite parenthèse. Et autre fait aussi que je voulais vous partager, qui est certes un peu déprimant, voire beaucoup, mais c'est pas grave, on va voir après des solutions pour positiver, c'est que les perturbateurs endocriniens ont montré à travers les recherches qu'ils se transmettent de génération en génération jusqu'aux arrière-petits-enfants, même si l'arrière-petit-enfant ou même le petit-enfant ou l'enfant n'avait pas été exposé aux perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est quand même, waouh, ça fait un effet un peu responsabilisant, on peut se dire, voilà, c'est pas anodin, même si c'est invisible, même si c'est partout, même si tout le monde est concerné, il faut peut-être que je commence à m'en occuper. Alors, quelles sont les familles des perturbateurs endocriniens ? Je vais lire, parce que je n'ai pas retenu par cœur, même si ces mots-là, je les connais bien. Parabènes, phénoxyéthanol, alkylphénol, formaldéhyde, phtalate, bisphénol A, pesticides, PFOA et PFOS, métaux lourds. Alors, voilà, peu importe, il y en a plein, des différents. Chacun va avoir son mécanisme d'action et chacun va avoir une action mimétique, j'en parle après, sur telle ou telle hormone. Où est-ce qu'ils se cachent, ces perturbateurs endocriniens ? La liste va être un petit peu longue, mais elle mérite quand même d'être connue. Alors, déjà, dans les pesticides, il y en a. Dans les insecticides, il y en a. Dans les revêtements de tous les intérieurs, des maisons, des bureaux, des voitures, les revêtements des murs, dans les peintures, dans les solvants, les revêtements des meubles en bois avec les traitements, des canapés avec les retardateurs de flammes, dans les rideaux, dans les mousses, dans les sièges, dans les peluches pour enfants, les jouets pour enfants, dans les textiles avec tous les traitements qu'il y a, dans les produits ménagers, et ça je vous donne après tous les conseils pour vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, mais beaucoup dans les aérosols, dans les parfums de synthèse, les parfums d'intérieur. Il y en a aussi dans les cosmétiques, il y en a dans les plastiques et les plastifiants, il y en a dans les ustensiles anti-adhésifs. Je vous parle tout ça après concrètement pour savoir que faire. Et donc, comment on les attrape ? On les attrape en les respirant, en les inhalant donc, en les mangeant, en les buvant, on les attrape au contact. Et le pire, c'est tout ce qui va concerner la femme enceinte et allaitante, parce que là, c'est la plus
la plus forte intoxication pour le bébé et donc pour sa vie et les générations qui suivent. Comment ils fonctionnent, ces perturbateurs endocriniens? On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet déjà au niveau de la théorie. Le perturbateur endocrinien, quel qu'il soit, va interférer de différentes façons sur les hormones. Déjà, il va interférer dans la production de l'hormone, dans le transport de l'hormone, dans la fixation de l'hormone, on va le voir après, juste après, et aussi dans l'élimination de l'hormone. Il prend la place de l'hormone sur le récepteur, donc en cela, il bloque le message de l'hormone. Il a un effet mimétique de l'hormone, donc en cela il amplifie certains messages hormonaux. C'est là qu'on dit il perturbe parce que des fois il inhibe, des fois il amplifie, et il a des effets toxiques sur les neurones, les mitochondries, le système nerveux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on devrait peut-être, je ne sais pas si ça prendra, mais on commence à se dire qu'on devrait appeler ça un perturbateur systémique. Et alors, vous savez que notre fonctionnement global, il est vraiment en fonction des hormones. On baigne dans ce qui s'appelle une imprégnation hormonale. Toutes les hormones sont dans notre corps et nous aident à fonctionner à tous les niveaux. Toutes les hormones, j'entends thyroïdiennes, sexuelles, surrénaliennes, endocriniennes, par rapport à l'insuline, donc pancréatique, donc toutes les hormones. Et ces hormones, elles ont toutes des récepteurs. Le problème des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils viennent bloquer les récepteurs, ils viennent saturer les récepteurs, et en cela, ils bloquent tout l'équilibre hormonal. Tous ces récepteurs hormonaux, on en a dans le cerveau, dans la thyroïde, le pancréas, les surrénales, les gonades. Tous ces circuits vont être perturbés malgré potentiellement une bonne fabrication de certaines hormones. C'est pour ça que parfois dans des analyses, si on voit les hormones circulantes, ok, mais qu'on voit que la clinique, c'est-à-dire tous les signes de dérèglement sont là, on ne comprend pas les deux. Peut-être que les récepteurs sont bouchés. Donc quels sont les impacts sur les fonctions? Potentiellement, bien sûr, on va avoir tous les impacts au niveau donc de la thyroïde. Des problèmes de la fonction thyroïdienne. On va avoir des impacts au niveau des hormones surrénaliennes. Donc le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Et peut-être que ça peut aussi nous amener dans des états plus d'anxiété, de fatigue chronique, voire de burn-out, dès lors que ces hormones-là fonctionnent moins bien. Après, il y a toutes les hormones métaboliques, donc insuline, glucagon, dérèglement au niveau métabolique, obésité, résistance à l'insuline, problème de stéatose hépatique, problème d'hypertension. Après, l'impact aussi au niveau fonctionnel, ça va être tout ce qui est fertilité, tout ce qui est équilibre menstruel féminin, donc comme je vous l'ai dit, la puberté, le cycle, tout ce qui est endométriose, SOPK, ménopause. Les perturbateurs endocriniens aussi, ils vont amplifier avec le stress oxydatif tout ce qui va être phénomène d'inflammation et d'allergie aussi, maladies chroniques. C'est pour ça qu'on parle aussi de maladies de civilisation. Il y a plein de facteurs, il y a l'alimentation, mais c'est vrai que les perturbateurs endocriniens sont au cœur de ce problème de maladies de civilisation, puisqu'ils viennent apporter plus d'oxydation, de stress oxydatif, donc plus de maladies chroniques, parfois inexpliquées. Donc comme je vous ai dit, tout ce qui est neurocérébral, TDAH, TSA, troubles du spectre autistique, je vais y arriver, également tout ce qui est cancer, hormonodépendant. Donc voilà, vraiment le spectre, il est potentiellement large. Bien sûr, on ne peut pas incriminer ça d'entrée, il y a toujours plein de facteurs, mais en tout cas, il faut regarder que ça a un impact aujourd'hui et que c'est documenté. Vous allez voir en description, je vous mets plein d'études. J'ai essayé de faire court, même si c'est déjà long sur la partie « Qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens ?» Maintenant, voyons que faire concrètement. Alors, soyons réalistes, éviter complètement les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas possible. Mais on peut juste essayer déjà de les diminuer, de diminuer son exposition, donc de les éviter, et aussi d'aider notre corps à les éliminer, à nettoyer nos récepteurs hormonaux, se détoxifier de ces perturbateurs endocriniens. Alors, toutes les clés que je vais vous donner, il y aura des astuces pour la maison, pour vraiment plein d'infos et regardez en plusieurs fois si c'est très dense. Je mettrai aussi en avant une gamme spécifiquement faite pour ça, créée par le laboratoire Energetica Natura. Je me suis appuyée pour construire cette vidéo qui est très documentée et qui m'a pris du temps sur une présentation de Energetica Natura, sachant que j'en avais eu plein d'autres déjà de ces informations. C'est juste pour synthétiser un petit peu tout ça. Et donc, je mets en avant leur gamme qui s'appelle Hormone Balance.
rééquilibrage hormonal. Mais bien sûr, libre à vous d'aller chercher d'autres solutions. Je vous donne vraiment les clés indépendamment de cette marque-là. C'est une proposition, du coup, c'est un partenariat. Ça m'aide dans mon travail parce que je passe beaucoup de temps dans ces vidéos. Mais libre à vous de prendre juste toutes les autres infos. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucune obligation. En tout cas, je voulais vous dire aussi que dans tous les conseils que je vais vous donner, moi-même, je ne fais pas tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet moralisateur ni culpabilisant, parce qu'on va voir que c'est quand même assez vaste. L'idée, c'est vraiment d'y aller par étapes au fur et à mesure. Alors déjà, limiter l'exposition et ensuite détoxifier. Donc on commence par limiter l'exposition, d'abord avec l'alimentation. Alors, faut-il consommer bio ou pas bio ? Oui, c'est mieux, même si le bio n'est pas parfait, il faut être réaliste aussi, ça dépend aussi des labels, mais déjà, on aura quand même forcément moins de pesticides dans le bio que dans le pas bio. Après, il y a d'autres défauts du bio, est-ce qu'il est local, ceci, cela ? C'est vrai. Mais en tout cas, il y aura moins de pesticides, donc moins d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Si vous n'achetez pas bio, je sais que beaucoup n'achètent pas bio, ok. Vous pouvez mettre vos légumes, vos fruits dans une bassine vinaigrée où vous avez mis à peu près 10% de vinaigre, par exemple blanc ou de cidre, mais même un vinaigre pas cher, ça marche. Donc vous laissez tremper à peu près 20-30 minutes vos légumes ou vos fruits dedans. Ce vinaigre va chélater, c'est-à-dire il va attraper le pesticide, donc il va contenir le perturbateur endocrinien et il va partir dans l'eau. Bien sûr, après vous rincez. Idéalement, vous épluchez parce que c'est dans la peau que se situe le plus de pesticides. Attention bien sûr à tout ce qui va être plat industriel et encore plus dans des barquettes qu'on réchauffe parce que alors là, il y a plein de traitements dans ces barquettes. La palme du pire étant les cartons des pizzas emportés. Je dis pas que je le fais jamais, attention, mais c'est juste que une fois qu'on le sait quand même, voilà, on le fait peut-être moins souvent. Les cartons des pizzas emportées sont bourrés de je crois que c'est bisphénol A, des traitements vraiment qui migrent dans le gras. En fait, c'est le gras qui stocke toujours ces toxiques-là. Et la pizza, c'est gras. Et si vous la chauffez, en général, elle est chaude dans le carton. Ça migre. Donc, vous mangez la pizza et vous mangez des perturbateurs endocriniens en même temps. Parlons aussi des ustensiles de cuisine. Voir ma vidéo récente sur les ustensiles de cuisine, téflon, téfal, quel matériau utiliser. Ce qu'il faut éviter, c'est les revêtements anti-adhésifs à base de téflon parce que ça pollue, ça contient des perturbateurs endocriniens. Donc, voir ma vidéo pour voir que préférer, l'inox 1810 par exemple, l'acier, le fer, la fonte. En tout cas, on évite déjà tout ce qui est revêtement anti-adhésif. On évite l'aluminium au four. Il y a des métaux lourds dedans qui vont migrer dans le gras du saumon, par exemple. On évite le plastique chauffé, barquette en plastique au micro-ondes, non. Cloche en plastique au micro-ondes à éviter. On a la solution de la cloche en verre. Pour le plat industriel, ce que je vous déconseille, mais quand ça arrive, vous le mettez dans une assiette au micro-ondes, donc vous enlevez le plastique. Et attention aussi aux bouteilles en plastique. Là, je referai une vidéo prochainement sur peut-être c'est mieux de filtrer son eau et de mettre ça dans une carafe en verre. En tout cas, si vous utilisez encore des bouteilles en plastique, ne chauffez pas au soleil ou sur un chauffage cette bouteille parce qu'en chauffant, le plastique il va libérer ces microparticules et donc vous allez les boire tout simplement. Ensuite, on va avoir l'air de notre maison, de notre bureau, de notre voiture. On sait aujourd'hui que les intérieurs sont plus pollués. C'est connu maintenant que l'extérieur, bizarrement, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et alors pourquoi, comme je vous ai dit, tous ces revêtements de nos meubles, de nos peintures, de nos sols, etc., tout ça, ça va dans l'air, ça s'appelle les composés organiques volatiles et on les respire, ils rentrent dans notre corps, etc., etc. Il y a une solution très simple, c'est aérer tous les jours sa maison, les portes grandes ouvertes, enfin les fenêtres ouvertes, pendant 10 minutes minimum, été comme hiver. Alors des fois on se dit oui il fait froid, le chauffage, etc. Mais c'est toujours un choix, est-ce que j'ai froid, est-ce que je dépense un peu plus de chauffage ou est-ce que je respire des perturbateurs endocriniens. Donc une fois qu'on est à l'info, on fait ce qu'on veut, mais déjà on sait que ça aide à libérer cette concentration de perturbateurs endocriniens qui sont dans l'air. Surtout si on vient d'acheter un meuble neuf, surtout si on vient de faire des travaux de peinture.
Alors, les produits ménagers aussi, ils saturent l'air en perturbateurs endocriniens et en particulier tout ce qui va être spray aérosol et les parfums d'ambiance. Et alors, si vous fumez chez vous, que vous mettez du tabac, ça contient aussi des perturbateurs endocriniens. Donc, le tabac, il est dans l'air et comme vous dites, ah, ça sent le tabac, je vais mettre du parfum dessus. Oh, le beau cocktail, magnifique. Donc, non, à éviter, on fume plutôt à l'extérieur et on évite de mettre du parfum pour masquer une mauvaise odeur. Et alors, tout ce qui est justement parfum d'ambiance, aérosol, tout ça, c'est pas bon du tout, c'est ce qu'il y a de pire. Donc pour les produits ménagers, soit vous utilisez les trucs vraiment ultra basiques, genre vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, avec peut-être quelques huiles essentielles antibactériennes ou pour donner une odeur agréable. Attention, si vous êtes enceinte, pas d'huile essentielle. Pareil pour les animaux, les détoxifie pas. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire soi-même. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Marquez-nous en commentaire si c'est le cas. Moi, personnellement, je l'ai fait à une époque, j'ai arrêté parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais je rêve de le refaire. Donc en tout cas, si vous le faites, c'est pas du tout un message décourageant parce qu'en plus ça coûte moins cher et c'est vraiment beaucoup plus sain. Donc on peut faire ça. Après, on peut aussi prendre la solution des produits écologiques ou biologiques, mais tout sauf les produits où il y a marqué ultra puissant, ultra méchant avec les bactéries. Tout ça en général, c'est vraiment bourré de perturbateurs endocriniens. Allez plutôt choisir les trucs les plus simples, les plus basiques ou écologiques, biologiques ou vous faites vous-même. Vous avez aussi bien sûr tout ce qui se nettoie à la vapeur où là il n'y a même pas de produit et c'est parfait. J'essaye de faire vite parce qu'il y a encore plein de choses à dire. L'hygiène et les cosmétiques, les produits cosmétiques, les savons, etc. Donc là aussi j'aurais tendance à dire achetez du très simple, du basique, le fameux vieux savon de Marseille. Mais attention parce qu'il y a plein de faux savons de Marseille, des modes où en fait c'est pas du savon de Marseille, ils rajoutent des trucs dessus, etc. Donc vraiment du basique et idéalement du bio, encore une fois, ou alors vraiment avec une liste d'ingrédients plus courte, des produits naturels, sans produits de synthèse. Ça, c'est vraiment la base. Il y a aussi toutes des recettes sur internet qui pullulent sur comment faire soi-même. Il y a même des sites en ligne qui vous vendent les contenants, les petits trucs, les entonnoirs, etc. Donc ça, si ça vous plaît, c'est parfait, mais encore une fois, ça dépend ce que vous mettez dedans. Autant mettre des choses naturelles et simples, sinon ça revient au même. Dernière petite chose sur les produits cosmétiques, si vous avez un flacon en plastique de savon ou de shampoing et que vous le mettez au soleil, toute la journée il prend le soleil parce qu'il y a une fenêtre qui tape dessus, le soleil chauffe le plastique, les perturbateurs endocriniens migrent dans le produit. Voilà, c'est une petite donnée comme ça. Alors, parlons aussi, revenons à l'intérieur. Si on fait des travaux, on va essayer d'utiliser des peintures sans solvant, des choses qui soient pas trop toxiques. On en voit de plus en plus maintenant. On va surtout beaucoup aérer. Et mention spéciale pour la chambre du bébé. Si on a un projet bébé, on ne fait pas la chambre avec des meubles neufs et des peintures au dernier moment. Soit on le fait des mois avant son arrivée et on aère tous les jours de façon à ce que tous les solvants et les composés toxiques, à la fois des meubles et des peintures, s'échappent dans l'air. Et parce que le bébé, il va être extrêmement vulnérable. Son système de détoxication n'est absolument pas prêt pour gérer ça. Et donc, ça va l'intoxiquer en masse dès sa plus grande vulnérabilité. Donc vraiment, l'idée c'est d'anticiper la préparation de la chambre du bébé et également on peut acheter des meubles d'occasion parce que le fait qu'ils soient d'occasion, ça a déjà permis une grande libération de tous leurs composés toxiques. Et puis après, il va y avoir les vêtements. Donc les vêtements, il y aura toujours des revêtements, enfin des traitements dedans. Donc on les lave au départ avant de les porter. Alors il y a des personnes qui achètent bio, des textiles très simples comme du coton, du lin, des textiles naturels. À vous de voir, l'idée n'est pas de se rentrer dans un truc hyper trop complexe, mais vraiment de voir ce qu'on peut faire dans la globalité. Et pareil pour les jouets, il y a eu la mode des jouets en bois ces dernières années, justement pour cette raison. Donc voilà, à éviter. Maintenant, il y a de plus en plus de jouets qui marquent sans bisphénol A, etc. Donc voilà, ça prend au fur et à mesure, mais la vigilance reste quand même requise. Voilà déjà pour toute cette grande partie et maintenant, donc l'idée déjà c'était de limiter son exposition pour couper le robinet quoi. On a déjà la baignoire bien pleine donc on va peut-être couper le robinet au maximum et maintenant on va essayer de vider la baignoire. Donc on va aider son corps à se détoxifier. Il est peut-être un peu saturé. Alors avant toute détox, vous devez avoir une certaine vitalité. Ça c'est toujours
J'en parle depuis des années, dès lors qu'on parle de détox, parce que la détox est très à la mode. Mais si on est fatigué, crevé, épuisé, qu'on n'a pas d'énergie vitale, le corps il ne va pas réussir à éliminer. Donc vous allez prendre des produits qui vont aider à relancer tout ça. Ça va se remettre en circulation joyeusement dans votre corps, qui ne va pas pouvoir les éliminer faute d'énergie. Donc il faut avoir une certaine disponibilité intérieure au niveau de sa vitalité, de son repos, pour pouvoir se lancer dans une vraie détox efficace. Et là, donc, on va cibler en priorité les récepteurs hormonaux. Alors, pour détoxifier des substances donc toxiques, l'idée d'abord, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, de chélater la substance, c'est-à-dire de la lier. Parce que la substance toxique, le foie ne la reconnaît pas. C'est le principe de tous les médicaments, les produits chimiques. C'est inorganique. Notre foie ne les reconnaît pas. Il ne sait pas les prendre en charge. Pour pouvoir les prendre en charge, ils doivent être liés donc de façon à ce qu'ils deviennent plus organiques. Et ça s'appelle chélater. Donc chélater, ça va se faire grâce à des plantes chélatrices comme la chlorella, la coriandre. On a aussi le shilajit, je ferai une vidéo prochainement sur cette molécule, l'acide fulvique. Il y a vraiment plusieurs éléments naturels comme ça qui vont avoir cette action chélatrice. Et il y a aussi des micronutriments comme le NAC qui va aider. Donc ça, c'est déjà pour la partie chélation. Et puis, on va relancer le travail du foie pour aider, en fait, parce que le foie, il travaille, mais des fois, il travaille plus ou moins bien selon s'il a assez de micronutriments, selon si l'environnement est propice. Donc, en l'aidant avec certaines plantes, comme par exemple le chardon-marie, le desmodium, le pissenlit, il y en a plein des plantes pour le foie. Ça va aider, mais dès lors qu'on a chélaté d'abord, sinon ça va pas aller chercher ces substances-là. Et puis pour le foie, il y a plein de micronutriments. Alors, j'ai depuis des années fait plein de vidéos et un article aussi, même plusieurs articles sur le foie. Je vous les mettrai en description parce que là, l'idée, cette vidéo est déjà longue. C'est pas de voir comment fonctionne le foie, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, là, je vais vous présenter, comme je vous disais, un produit spécifique qui a été fait pour éliminer les perturbateurs endocriniens sur les récepteurs d'abord. C'est la gamme donc qui s'appelle Hormone Balance d'Energetica Natura, qui est composée en 2 produits. D'abord, récepteur support, c'est en anglais, et ensuite, Hormone Balance. Donc, l'idée d'abord, c'est qu'on s'occupe des récepteurs pour vraiment détoxifier, chélater, détoxifier. Et ensuite, on va le voir, avec Hormone Balance, on relance tout le système hormonal. Cette gamme Hormone Balance d'Energetica Natura, elle a été élaborée par une endocrinienne américaine réputée. Il y a eu énormément de documentation sur tout le choix des produits. Et l'idée, c'est d'aller libérer les récepteurs hormonaux pour les rendre à nouveau fonctionnels. Et ensuite, on va s'occuper des hormones. Mais d'abord, c'est les récepteurs. Donc, c'est tous les cas tous les troubles hormonaux que je vous ai cités tout à l'heure. Et souvent, les choses sont liées. Par exemple, quand on a des problèmes comme endométriose, adénomiose, problèmes de troubles hormonaux, on a aussi souvent un ralentissement ou une perturbation de la fonction thyroïdienne, parfois de l'insuline. Généralement, c'est assez lié. Donc, de faire une relance globale, c'est toujours intéressant. Donc, comme je vous disais, le foie, il va fonctionner avec des vitamines du groupe B, de la NAC, du zinc, du sélénium, toutes ces plantes comme le chardon-marie, les plantes chélatrices. Le cuivre aussi va aider le foie. Vous avez donc la possibilité de faire ça de vous-même ou de choisir, si vous le souhaitez, la gamme récepteur support et hormone balance. Je vous marquerai en description pour pas alourdir la vidéo où les trouver et comment les prendre avec les principes de précaution. En tout cas, quoi qu'il en soit, que vous choisissiez ce produit ou tout autre, chélation, soutien du foie à la fois avec les plantes et les micronutriments. L'idée, ça va être de le faire une première fois pendant 1 mois. On arrête et on peut recommencer régulièrement parce qu'il faut se dire que de toute façon, on est toujours exposé même si on essaye de limiter l'exposition. Donc, ça va permettre de mieux fonctionner, de le faire régulièrement. Et donc, après avoir fait ça, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller relancer vos fonctions hormonales, vos productions d'hormones, transport, élimination. Et là, c'est pareil, on va essayer de tout cibler. On sait que l'iode, ça aide à réguler la fonction thyroïdienne. Pareil, le zinc, le sélénium, le cuivre, les vitamines du groupe B. Ça, j'en parle dans beaucoup de vidéos en fonction des différentes choses, mais c'est vrai que les choses reviennent régulièrement. L'iode, le zinc, les vitamines du groupe B, tout ça, ça revient régulièrement.
Là, la gamme Energetica, ils ont fait donc ce deuxième produit qui porte le nom de la gamme, ça s'appelle Hormone Balance, ça veut dire rééquilibrage hormonal. Ils ont mis ces micronutriments et ils ont rajouté en plus du ginseng qui va aider aussi au niveau des surrénales. Ils ont mis des bioflavonoïdes et du PABA. En résumé, on essaye de se protéger de son exposition aux perturbateurs endocriniens à travers quelques gestes dans la maison, dans l'alimentation, dans le mode de vie, dans le choix des produits. On fait régulièrement des cures pour chélater puis éliminer les perturbateurs endocriniens. Et si on veut aller plus loin, on peut même aider grâce à tout ce que je partage depuis des années en micronutrition, c'est-à-dire apport de micronutriments, relancer ces fonctions thyroïdiennes pour les optimiser. C'est ce qu'on fait en micronutrition. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois, revenir dessus. Et puis, j'attends vos partages. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ou pas pour vous protéger des perturbateurs endocriniens? Merci beaucoup pour tous vos likes si vous avez aimé mon travail pour le soutenir, vos partages, vos commentaires. Et je vous dis à très vite.